RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici mise au point votre magazine sociopolitique, bien entendu centré sur des questions d'actualité. Vous le savez, ça fait débat aujourd'hui. On parle donc de la déclaration de principe signée dernièrement entre le gouvernement et le M23 AFC sous l'égide donc du Qatar. On en parle aujourd'hui, ça fait débat, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette déclaration de principe? C'est quoi la déclaration de principe? Est-ce une voie vers la paix totale ou c'est de la chimère? En tout cas, nous en parlons dans cette émission avec un invité, un spécialiste en la matière. Nous avons choisi pour vous M. Léonard Che Okitundu, député national, membre de l'Union sacrée de la Nation, et il est le vice-président de la Commission des relations extérieures au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est un élu du peuple. Bonsoir, monsieur le député national. Bonsoir. Voilà, c'est avec vous que nous allons parler de cet accord. D'abord, de cette déclaration de principe, d'abord, qui a été signée dernièrement. Vous allez nous aider d'abord à clarifier le terme en diplomatie. Qu'est-ce qu'on entend par une déclaration de principe? La déclaration de principe ici s'inspire un peu de celle qui a été signée entre les émissaires du gouvernement de la République et les émissaires du gouvernement rwandais concernant le processus de paix qui est en cours pour régler le conflit qui nous oppose au Rwanda. Ici, cette déclaration de principe est au fait des termes de référence, une méthodologie sur la base desquelles les négociations en cours pour aboutir à l'accord de paix global va se dérouler. C'est ça la déclaration de principe. Donc on a posé les termes des références qui vont conduire, c'est une espèce de conducteur de négociations qui doivent amener, qui sont censés aboutir à la conclusion de l'accord global pour la paix entre les parties au conflit, c'est-à-dire actuellement quelque part entre le M23 et le gouvernement de la République. Donc ce sont les déclarations avant d'aboutir ou avant d'atteindre l'accord proprement dit dans les négociations. Oui, mais ce sont ces principes-là, ces termes de référence qui vont c'est-à-dire, comme le mot le dit très bien, on va se référer de ces principes pour conduire les négociations qui vont aboutir à la conclusion. Ce n'est pas un chapelet de bonnes intentions comme les disent certains opposants, certains Congolais. Écoutez, pour commencer les négociations, on avait deux solutions pour résoudre ce problème du conflit qui nous oppose au Rwanda. Soit une riposte militaire, ou alors user par la voie pacifique, c'est-à-dire par la voie de négociation. Alors, comme je l'ai souvent rappelé, un consensus en tout cas s'est dégagé. D'abord aussi même sur la pression internationale, on a voulu que ce conflit se résolve par les négociations. Bon, et parce que la riposte militaire aurait eu des conséquences dévastatrices à la fois sur le plan matériel et sur le plan humain. Et c'est ajouter les problèmes aux problèmes auxquels on est confronté actuellement. C'est pour ça que on a décidé de procéder par la négociation. Alors, pour négocier, il faut quand même prévoir une méthodologie. Sinon, on va aller dans tous les sens. Il faut fixer un cadre qui permet de conduire ces négociations qui vont finalement aboutir à la conclusion de l'accord. Alors, quelle est la lecture que vous faites personnellement de cette déclaration de principe depuis sa signature? Bon, c'est une bonne déclaration. Bon, vous savez que il y a beaucoup de choses qui se disent à ce propos. Moi, ce que je dois rappeler, c'est que le conflit qui nous oppose au Rwanda, parce que c'est le conflit qui nous oppose au Rwanda, qui aujourd'hui nous amène à parler avec le M23. Parce que le M23, c'est la création du Rwanda. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous avons été agressés par le gouvernement rwandais de deux manières, à la fois indirectement en armant le M23
contre l'État congolais, donc le pouvoir central, et en même temps en franchissant de manière flagrante les frontières de la République démocratique du Congo, et par une agression qui est caractérisée. Alors c'est comme ça. Alors le M23 c'est le produit du gouvernement rwandais. Alors à un moment donné, comme j'ai dit, à la fois pour le retrait des troupes rwandaises, on aurait pu utiliser la force, mais on a été dissuadé pour ça, et maintenant on a opté pour la solution diplomatique, donc pacifique. Alors il y a deux processus qui sont en cours, mais qui sont complémentaires. Le processus qui se déroule dans les négociations entre les deux gouvernements, rwandais et gouvernement de la République démocratique du Congo, mais on ne peut plus ignorer le M23, parce que le M23, pour être une entité non étatique, c'est-à-dire un groupe armé, nous ne pouvons plus ignorer ce mouvement, parce qu'il occupe une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Et comme on a renoncé à la violence, on a renoncé à la voie militaire, on doit parler à ces gens, mais à un niveau qui correspond à leur importance, au fait. Voilà, on va maintenant décrypter la déclaration de principe. Elle consacre le cessez-le-feu immédiat, donc en vue de l'ouverture des négociations entre parties. Mais nous avons appris que hier, déjà, le M23 avait attaqué les positions de Wazalendo. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que le cessez-le-feu aujourd'hui est opérationnel? Quand le M23 ou l'armée de l'AFC continue à faire des incursions, là se trouvent les Wazalendo ou les FRDC aujourd'hui. C'est une violation qui peut être considérée comme grave, en tout cas au sens de l'accord et la déclaration qui a été signée, parce qu'il faut d'abord rappeler que le 23 avril, il y a eu une déclaration conjointe entre la délégation gouvernementale et la délégation du M23. Et là, nous sommes convenus sur l'instauration d'une trêve dans le conflit qui nous oppose. Alors, la trêve, comme vous savez très bien, c'est un cessez-le-feu provisoire. La nouveauté dans la déclaration de principe aujourd'hui, signée le 19 juillet, c'est qu'on instaure cette fois-ci un cessez-le-feu permanent jusqu'à la conclusion de l'accord. C'est ça la nouveauté dans cette déclaration de principe. Et il faut aussi rappeler que cette déclaration de principe prévoit que les négociations qui vont avoir lieu vont s'inscrire dans le cadre de l'accord de paix qui a été signé par le gouvernement rwandais et le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est pour vous dire en fait que on ne peut pas dissocier le M23 du Rwanda. Vous voyez, c'est ça. Donc le M23 est partie prenante à l'agression dont nous sommes actuellement victimes. Mais ayant choisi l'option pacifique, nous devons parler à ce mouvement, l'écouter et voir de quelle manière on peut rétablir la paix dans notre pays et permettre à l'autorité de l'État d'être rétablie sur l'ensemble de la République démocratique. Justement, il y en a qui attaquent justement cette déclaration de principe en disant que nulle part il a été clairement dit que on a fait allusion au retrait des troupes du M23 FC dans les zones et qu'elles occupent jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une disposition similaire dans la déclaration? Il faut fixer l'opinion sur ce problème-là. Il n'y a aucun malentendu. La feuille de route de toutes ces négociations, c'est la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui a imposé des obligations aux trois protagonistes au conflit. D'abord le gouvernement rwandais, le gouvernement de la République et le M23. Concernant le gouvernement rwandais, il incombe à ce gouvernement de retirer ses troupes sans condition immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo et puis ensuite cesser tout appui au M23. Concernant la RDC, on nous a obligés de procéder à la neutralisation du FDLR. Et concernant le M23, on a demandé pas demandé, mais intimé l'ordre au M23 de se retirer des zones qu'il occupe et de démanteler
toutes les structures administratives parallèles qu'il a instaurées actuellement, qu'il a mises en œuvre actuellement dans les territoires occupés. C'est comme ça qu'il faut bien comprendre le problème. Alors, dans la récente déclaration, maintenant? Oui, dans la récente déclaration, comme je vous ai dit tout à l'heure, la déclaration prévoit que les négociations qui vont avoir lieu sur la base de ces termes de référence que fixe la déclaration doivent s'inscrire dans le cadre de l'accord de paix qui a été signé par les deux gouvernements. Mais que dit l'accord de paix? L'accord de paix contient deux parties. La première partie concerne le désengagement des troupes. Vous voyez, où déjà, il y a eu ce débat-là. Le désengagement est-il considéré comme retrait ou il y a eu un grand débat sur le concept de désengagement. Mais le désengagement, justement, c'est le retrait. On oblige au Rwanda de retirer ses troupes et de mettre fin à des mesures qu'il appelle défensives, c'est-à-dire la présence des troupes rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ça, c'est ce qui concerne les deux gouvernements et en contrepartie, la RDC aussi procédait à la neutralisation de FDLR. Mais concernant le M23, ça c'est la deuxième partie, le M23 est un groupe armé. Ce n'est pas un gouvernement, c'est un groupe armé, donc une entité non étatique. Et là, concernant le M23, on a parlé de désengagement, c'est-à-dire le retrait des zones qu'il occupe actuellement, et puis le M23 devrait être concerné par la question du désarmement, de la démobilisation et de l'intégration, voire l'insertion sociale. C'est ça le groupe armé. Et donc, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc, comme la déclaration de principe renvoie à l'accord de paix qui a été signé entre les deux gouvernements, bien entendu, le M23 est concerné par le retrait des zones qu'il occupe. Vous comprenez? Même si on ne le mentionne pas expressément, vous savez, on est dans les négociations. Donc, la négociation, je l'ai souvent rappelé, c'est un jeu de donner et de recevoir. Dès lors qu'on a accepté les négociations, il faut accepter de faire des concessions. Mais ces concessions... Il faut accepter de perdre certaines de ses idées au profit de l'autre. Pas perdre, mais en tout cas, faire quand même un geste en faveur de l'autre, mais sans porter atteinte à ce qui est considéré comme intangible, c'est-à-dire cardinal, c'est-à-dire le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est la concession qu'on a faite, que ça ne soit pas explicitement mentionné, mais implicitement, le M23 doit accomplir ses obligations découlant d'abord de la résolution du Conseil de sécurité, mais aussi de l'accord de paix, parce que le M23 n'est pas dissocié du Rwanda. La preuve, c'est que c'est bien marqué dans cette déclaration. Donc c'est ce qui justifie la présence du ministre rwandais lors de la signature de ces déclarations de principe entre le gouvernement congolais et le M23, en présence du ministre rwandais. Heureusement que vous posez la question. Les deux ministres étaient là en tant qu'observateurs. Ils ne sont pas partie prenante aux négociations. Et les négociations, ce sont les délégués du M23 et les délégués du gouvernement de la République qui négocient. Mais les autres sont partis, effectivement, pour montrer l'importance qu'ils attachent à ces négociations, parce que ce que nous voulons, c'est qu'à cette fois, à tout prix, on aboutisse à une paix définitive et durable, non seulement dans les relations avec le Rwanda, mais aussi sur le territoire de la République démocratique du Congo. Alors la déclaration de principe consacre, je vais citer, le rétablissement progressif de l'autorité de l'État dans les zones sous occupation du M23 FC. Est-ce une simple bonne intention ou ça sera du concret? Non, c'est du concret. Comme je vous dis, on n'en est pas encore là. La déclaration fixe les termes des références. Et c'est à partir de maintenant que les négociations vont commencer. Et vous avez vu qu'il y a un chronogramme. D'ici le 29 juillet, c'est la mise en œuvre des principes qui ont été fixés par la déclaration. Et ensuite, le 8 août, commencent les vraies négociations pour la conclusion de l'accord de paix. Et la date limite pour arriver à la conclusion des négociations et à l'accord global, c'est le 17 août. Donc le 17 août, si tout marche bien, on devrait, en ce moment-là,
aboutir à l'accord global qui va sanctionner la fin du conflit et la normalisation des relations avec le Rwanda, mais en même temps aussi le désarmement, démobilisation et peut-être intégration, encore que l'intégration du M23, pour certaines personnes, au cas par cas, et voilà, est conditionnelle. C'est-à-dire, on regardera si les conditions sont remplies ou pas. Alors, au lendemain justement de cette signature de la déclaration de principe, il y a eu beaucoup de réactions, notamment de la part de la communauté internationale, l'ONU, l'Union européenne, la France, la Belgique, les États-Unis. Alors, pourquoi, selon vous, cet appui de la communauté internationale à une simple déclaration de principe? Mais écoutez, c'est l'importance du pays. Vous savez, le Congo en guerre, c'est quand même quelque chose d'insupportable et pas tolérable. La position géostratégique qu'il occupe au cœur du continent, les différentes opportunités d'investissement qu'il y a dans ce pays, fait que tout le monde a les yeux aujourd'hui tournés vers la République démocratique du Congo, parce que la paix dans ce pays permet tout, non simplement le développement du pays, qui doit conduire à la promotion du bien-être de notre population, mais en même temps aussi pour les investisseurs qui viennent, ils trouvent leur compte. Parce que la première condition pour favoriser, déclencher le choc d'attractivité, afin d'attirer les investisseurs dans ce pays, je crois que j'ai oublié rappeler lors de notre dernière intervention, le développement économique et social de ce pays dépend des investissements étrangers directs qui sont en quête d'opportunités dans ce pays. Parce que c'est eux qui vont créer des emplois, c'est eux qui vont payer les recettes fiscales pour alimenter le budget de l'État, et mais puis ces matières premières, ils vont aussi les acheter. On ne leur donne pas gratuit, comme les gens sont en train de procéder à une désinformation qui est quand même choquante. Ici, c'est une véritable coopération dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, mutuellement avantageuse entre les investisseurs et le pays qui les accueille. Alors, il y en a qui pensent que justement le schéma de Doha, tout comme l'accord de Washington, c'est justement pour garantir la paix de mine. J'ai entendu ça de certains hommes politiques, la paix de mine, c'est-à-dire, il y en a qui parlent même de bradage des richesses de la RDC à travers ces différents accords. Le président Trump a tenté une telle expérience au niveau de l'Ukraine, il n'a pas pu réussir, mais il trouve une porte grandement ouverte à RDC. Bradage ou, comme vous l'avez dit, accord gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, bien entendu. Écoutez, les gens croient que nous allons prendre le mine et mettre dans des conteneurs, et puis par bateau ou par avion, tout, et ça va en Floride et chez Trump. Pas du tout. Et ce que nous voulons ici, c'est qu'il y a un garant nous cherchons un garant pour les relations de bon voisinage avec les pays limitrophes, afin que nous évitions que cette situation conflictogène se reproduise. C'est ce que nous voulons. Mais au fait, ici, ce n'est pas qu'on veut brader, non. Nous-mêmes, nous n'avons pas le savoir-faire pour exploiter d'énormes richesses dont nous disposons. On n'a pas le savoir-faire. Première chose, non seulement on n'a pas le savoir-faire, mais on n'a pas non plus les moyens pour exploiter ces richesses. Alors c'est pour ça que je répète tout le temps, depuis 60 ans, allons-nous continuer à contempler nos richesses comme des touristes dans notre propre pays, et puis sans que les populations profitent de ces richesses-là, pendant que d'autres pays sont en train d'émerger, et nous sommes en train de régresser. À un moment donné, je crois que l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui est une opportunité pour qu'on réfléchisse sur de quelle manière on peut rattraper notre retard en matière économique et sociale et devenir un pays qui digne de ce nom et qui profite. Mais justement, monsieur le député national, nous sommes en train de négocier un peu en position de faiblesse. Nous négocions face aux grands, le Qatar, les États-Unis d'Amérique. Quelle sera notre vraie position par rapport à eux? Pas du tout. Tous les autres pays africains disposent de ressources. Regardez notre voisin, l'Angolais. L'Angola, il y a le diamant, il y a le pétrole. Mais qui exploite le pétrole en Angola? Ce ne sont pas les Angolais, ce sont les entreprises américaines qui exploitent. Depuis que, d'ailleurs, même au moment où les Cubains étaient là, on n'a jamais touché à l'exploitation du pétrole, qui était d'ailleurs opérée
par une entreprise américaine. Donc partout, il y a des investisseurs extérieurs qui exploitent les ressources minières ou les ressources naturelles dont l'Afrique dispose. Ce sont les étrangers qui ont l'expertise et qui ont les moyens et qui viennent exploiter, mais dans l'intérêt mutuel et des populations locales et des investisseurs. Nous, on crée des emplois, comme je l'ai rappelé, il ne cesserait de le dire. Aujourd'hui, la majorité de la population est sans emploi. Et quand ils ont un travail, ils ne touchent pas le salaire qui leur permet de nouer les deux bouts du mois. Alors cette fois-ci, nous voulons un salaire qui constitue, au fait, une activité qui est le produit d'une activité décemment rémunératrice pour permettre à chacun de vivre décemment. C'est ce que nous voulons. Et là, nous avons cette opportunité pour profiter. Et l'arrivée des entreprises américaines, c'est-à-dire que ici c'est un échange ou même un partenariat entre l'implantation des entreprises qui vont exploiter ces richesses pour nous, mais aussi pour l'intérêt des investisseurs, c'est tout à fait normal, et en même temps une garantie de sécurité, parce que ce pays, c'est la première puissance militaire du monde, membre permanent du Conseil de sécurité, et puis... voilà ce qui fait toute sa force. Toute sa force. C'est-à-dire qu'il peut aussi nous mater par rapport au terme ce de n'est pas référence. le gouvernement américain qui va venir exploiter ces richesses. Ce sont les entreprises privées. Nous voulons que le président Trump encourage les entreprises américaines à venir s'implanter chez nous pour exploiter ces richesses. C'est ça le problème. Donc ce n'est pas que nous allons vendre nos matières premières à vil prix, ce n'est pas que nous allons céder, comme vous parlez de braderie, non, pas du tout. C'est un partenariat mutuellement avantageux. Je reviens un peu sur l'appui de la communauté internationale à cette déclaration de principe et pour dire, qu'est-ce qui change maintenant dans le paysage diplomatique avec cet appui qui est apporté à une déclaration? Quelle donne change? Mais la donne aujourd'hui, c'est que finalement, vous savez que nous étions dans un processus continental. Ici, il y a deux processus différents. Le processus formel pour rechercher la solution au conflit qui nous oppose au Rwanda était mené par l'Union africaine à travers le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Mais vous avez vu, il y a eu énormément de pesanteur sur le déroulement de ces deux processus, si bien qu'à un moment donné, on a cru que ça allait se terminer en queue de poisson. Alors maintenant, il y a deux chefs d'État qui, de leur propre chef, ont décidé d'offrir de bons offices à la République démocratique du Congo pour trouver une solution au conflit qui nous oppose au Rwanda. Mais puisque nous sommes concernés, les premiers concernés, les victimes de cette agression dont nous sommes victimes, aujourd'hui, moi je pense aux populations déplacées, non seulement à l'intérieur du pays, des millions de Congolais qui sont en train d'errer dans la forêt et tout, dans des conditions misérables. Et d'autres sont réfugiés dans le pays limitrophe. Et là, encore une fois, ce n'est pas tolérable. Alors, il faut mettre fin à ça, que tous nos compatriotes retournent leurs endroits naturels, que la paix soit rétablie et que l'autorité de l'État soit restaurée. On peut parler d'une certaine internationalisation du conflit congolais maintenant, où un regard international pour la recherche de la paix au Congo. Non, on n'internationalise pas le conflit. Ce sont des deux pays qui offrent des bons offices pour la recherche d'une solution à la crise congolaise. Alors là, il y a eu une répartition des tâches. C'est-à-dire, même si, à un moment donné, c'est Doha qui a donné le go dans la rencontre entre les deux chefs d'État. Parce que moi, j'ai toujours dit que la solution au problème qui nous oppose au Rwanda ne peut trouver une issue que dans le tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Alors c'est comme ça que finalement on a été surpris, d'ailleurs tout le monde a été surpris, parce que ça a été mené en toute discrétion, cette rencontre à Doha autour de l'émir du Qatar. Alors là, pour quelle raison? Le Qatar est en train de lorgner, d'exploiter les opportunités d'investissement qui sont en République démocratique du Congo, mais le Qatar avait déjà amorcé une coopération avec le Rwanda. Donc ce pays aussi, non seulement ils ont besoin quand même d'une certaine aura sur le plan diplomatique, mais aussi matériellement intéressés
par la recherche de la solution dans ce conflit qui oppose les deux pays, parce qu'ils ont une coopération économique avec le Rwanda et ils ont des projets énormes avec la République démocratique du Congo. D'ailleurs, à tout prendre, si le Qatar avait à choisir par rapport à un développement, à une coopération sur le plan économique, le choix est tout à fait clair. Je crois qu'il a plus à gagner en République démocratique du Congo qu'au Rwanda. Pour les Américains, c'est la même chose. Le président Trump n'est pas venu ici de sa propre initiative. C'est le chef de l'État qui a fait appel. Et là, moi j'estime que le chef de l'État a eu une inspiration vraiment géniale. C'est-à-dire profiter de l'occasion par rapport à la proposition que vous avez dite, que vous avez évoquée tout à l'heure concernant l'Ukraine. Il se fait que nous avons aussi les matières premières dont détient l'Ukraine, et ces matières premières ne sont pas exploitées comme qu'il faudrait. Alors, si c'est comme ça que le président a fait appel au président américain. Alors, son rôle ici, lui-même est un homme d'affaires, il ne faut pas non plus oublier, donc il a besoin de nos matières premières pour même la fabrication de semi-conducteurs qui sont aujourd'hui recherchés dans ce monde numérique qui gouverne la planète aujourd'hui. Et par conséquent, ça tombait à point nommé. C'est-à-dire nous cherchons la solution à notre crise, mais en même temps, nous voulons développer notre pays. Donc on est gagnant sur les deux plans. En sanctionnant certains pays, en augmentant les droits de douane avec le pays comme la RDC, avec qui il va signer un contrat de partenariat. Il n'y a pas un couac? Non, pas du tout. D'abord, pour la RDC, bon, vous verrez que on n'a rien à perdre là-dessus. Je crois qu'il y a, je ne sais pas s'il y a des exportations congolaises vers les États-Unis aujourd'hui. Donc on n'est pas très concerné par ça, parce que même à un moment donné, avec les administrations américaines précédentes, il y avait ce système de l'AGOA qui permettait à ce qu'on puisse exporter vers les États-Unis sans payer la douane. Donc jusqu'à présent, d'ailleurs c'est encore en vigueur, encore que le président Trump est en train de faire tout pour supprimer cette opération préférentielle. Mais pour l'instant, on n'est pas concerné. Mais de toutes les manières, les entreprises américaines sont même en République populaire de Chine. Aujourd'hui, là, je crois que un des premiers partenaires de la République populaire de Chine, ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc les entreprises américaines sont bien installées et offrent des emplois aux Chinois, et dans un partenariat gagnant-gagnant. Donc pour l'instant, nous devons tout faire, et d'ailleurs, certains pays ont finalement trouvé un accord particulier avec les États-Unis concernant ces droits de douane, notamment la Chine, et il y a le Vietnam. Dernièrement, c'était l'Indonésie. L'Indonésie aussi, après les négociations avec les Américains, ils sont arrivés à un compromis. Donc, au fait, c'est des bonnes guerres sur le plan économique. Mais nous avons été un gouvernement qui soit un gouvernement qui se réfère au principe de l'État stratège, pour que nous ne tombions pas dans l'augmentation des droits de douane par rapport aux exportations qu'on enverrait aux États-Unis. C'était là, ça dépendra du savoir-faire et de la marge de manœuvre qu'aura le gouvernement de la République. Je vous pose une dernière question sur la déclaration de principe. Les négociations proprement dites vont commencer le 8 août. Le 8 août. Est-ce qu'il y a espoir par rapport à ces processus? Moi, je suis raisonnablement optimiste, parce qu'on n'a pas le choix. Qu'est-ce qui justifie votre optimisme? Justement, parce que nous avons un médiateur aujourd'hui qui peut taper un coup de poing sur la table et rappeler tout le monde à l'ordre. C'est ça la différence avec le processus africain. Parce que les États-Unis ont tous les moyens pour ça. Hein. Et puis avoir des sanctions ciblées des États-Unis contre telle ou telle personne ou tel pays, première chose. Et puis il y a aussi, les États-Unis sont membres permanents du Conseil de sécurité, et membres éminents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Là encore une fois, il y a le comité des sanctions qui fonctionne au sein des Nations Unies. Et le comité des sanctions pourra prendre des mesures extrêmement sévères à l'égard de tous ceux qui s'écarteront de ces processus de négociation dont tout le monde attend la conclusion
afin de rétablir la paix en République démocratique. Vous êtes un ancien ministre des Affaires étrangères de la RDC. Alors une question, les États-Unis, le Qatar sont en train de réussir là où l'Union africaine, la SADC, l'EAC ont échoué. Ouais. Quelle leçon? Oui, bon, mais écoutez, je crois que, moi je pense que je ne veux pas critiquer c'est la réalité. le continent, mais c'est une réalité. En fait, est vrai, Et nous sommes ça n'a pas abouti. Voilà, ça n'a pas abouti. Ça a fini peut-être en queue de poisson. Alors maintenant, il y a deux partenaires dans les cadres de bons offices qui veulent aider à trouver la solution. Et puis finalement, quand on voit le déroulé de ces négociations, avec un chronogramme bien fixé, je crois qu'il y a lieu d'être optimiste. Alors, puisque nous sommes concernés, nous n'allons pas dire, bon, parce qu'il faut accorder une priorité au processus africain, alors que les Américains et le Qatar se montrent beaucoup plus efficaces, beaucoup plus dynamiques dans la conduite de ces pourparlers. Alors, monsieur le député national, par rapport à tous ces efforts diplomatiques qui sont en train de porter le fruit, l'opposition persiste et signe, il faut un dialogue interne entre Congolais, un dialogue national interne, inclusif, pour booster la cohésion nationale. Partagez-vous ce point de vue? Bon, là, la seule observation que je dois faire, c'est que, même que le reproche que je peux faire à l'opposition, pour avoir été moi-même dans l'opposition, je crois que tout ça c'est bien placé pour le dire, je pense que lorsque le pays est agressé, il n'y a plus d'opposition ni de majorité. Tout le monde est uni pour chasser l'agresseur et après on vient régler nos comptes nous-mêmes. C'est ce que je répète tout le temps. Donc pour l'instant c'est ça. Mais le principe du dialogue, je crois qu'on ne peut pas le refuser. Et le chef de l'État lui-même, à travers l'article 69 de la Constitution, est le garant de la nation. C'est lui qui veille au fonctionnement régulier du pouvoir public. Alors évidemment, il y a une proposition qui lui a été faite par le clergé. Bon, il appréciera. Et c'est à lui, effectivement, de décider à quel moment ce dialogue peut avoir lieu. Mais le principe du dialogue comme tel, moi je ne suis pas contre. C'est donc où je peux faire une remarque à ces propos par rapport à ce dialogue, c'est que les gens veulent que le dialogue se fasse en ce moment où il y a les troupes d'agression sur le territoire de la République démocratique du Congo, et il y a une partie du territoire qui est occupée. Que souhaiteriez-vous alors? Mais régler d'abord cette question-là, et après, on vient régler nos comptes à l'interne. On vous accuse, vous, de l'Union sacrée, de ne pas vouloir le dialogue, puisque vous jugez très mal, semble-t-il, de vous retrouver sur la table avec Corneille Nangaa, avec Joseph Kabila, qui sont aussi des acteurs majeurs dans cette crise. Non, pas du tout, parce que sur ce plan-là, je veux dire, à l'époque, rappelez-vous, le pays était coupé en quatre. Hein. Il y avait le RCD, le MLC, le RCD-KML, et puis le gouvernement de la République. Et bon, il y a eu Sun City, et puis tout le monde s'est retrouvé avec 1+4. Bon. Et on a résolu le problème. On a résolu le problème. Donc ici. Donc on peut se le résoudre maintenant à travers un dialogue inclusif. Les situations sont un peu différentes, mais le dialogue qui va être organisé sous l'égide effectivement du chef de l'État ne va peut-être pas être dans le même format qu'auparavant, mais on tiendra compte de tous ces aspects. En tout cas, c'est une option qui ressort du président de la République en fonction des attributions que lui confère l'article 69 de la Constitution. Donc le principe du dialogue n'est pas remis en cause. Ce qu'il y a, c'est que de faire dépendre la résolution de la crise actuelle, et surtout peut-être pas la crise, mais de l'agression, au dialogue. Non, pas du tout. Je crois qu'il faut d'abord mettre fin à l'agression et puis dialoguer après dans de très bonnes conditions. Alors, on vous accuse également, vous, de l'Union sacrée de la Nation, d'être allergique au schéma proposé par l'Église du Christ au Congo et la SENCO par rapport à son chemin vers la paix dans la sous-région. Qu'est-ce que vous reprochez aux évêques ou aux pasteurs, au père de l'Église? C'est pas ça. Il n'est pas interdit. La proposition aurait pu venir d'une autre organisation que de la part de l'Église. Ouais. Mais je tiens à vous rappeler, avec tout le respect que je dois au clergé, nous sommes dans une république laïque. C'est l'article 1er de la Constitution qui le prévoit. Donc ici, nous ne recevons pas ces propositions de la part nécessairement des églises. On peut inscrire
les églises dans le cadre de la société civile, qui, au sens large, qui constate certaines choses qui ne vont pas dans le pays et qui propose des solutions. Là oui, donc les solutions, on les accueille. Mais ça ne veut pas dire que le clergé va imposer sa solution à toute la République. Non, pas du tout. On prend des propositions, il y a d'autres propositions qui vont venir d'ailleurs. Et on va voir, et puis en ce moment-là, trancher, lever l'option pour voir quel sera le format de ce dialogue tant entendu, c'est-à-dire la discussion entre les fils et filles du pays pour régler un problème qui concerne toute la République. Pensez-vous accepter aujourd'hui que tout le monde se retrouve autour de la table, tous les acteurs majeurs, sans problème, sans distinction? Bon, mais c'est le cas, je crois que c'est la volonté de tout le monde. Le monde, s'il y a un dialogue, le dialogue doit être nécessairement inclusif. Il ne faut pas du tout d'exclusion. Sinon, alors, on créerait des frustrations au risque de retomber dans le même travers. Donc, il faut éviter cela. Simplement, ici, moi, vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Il faut que les gens se prononcent par rapport à l'agression. Parce que certaines personnes qui proposent ce dialogue-là se font peut-être à contre-cœur ou contre leur gré, complices et objectifs de l'agression. Il faut que les gens se prononcent, condamnent l'agression dont nous sommes l'objet. Sur ce plan, moi je suis catégorique. Parce qu'on a vécu ça, il faudrait qu'à un moment donné, nos voisins respectent la République démocratique du Congo. Parce qu'il n'y a pas de rébellion si vous n'avez pas de pays limitrophes qui vous servent de base arrière. Donc la rébellion a toujours été complice de pays agresseurs. Alors, on est presque à la fin de l'émission, donc il y a eu un scepticisme, je ne sais pas pourquoi, dégagé par certains Congolais par rapport à cette signature de la déclaration de principe, même par rapport à l'accord de Washington signé entre la RDC et le Rwanda. Il y en a qui pensent que on a choisi la mauvaise voie. Vous, en tant qu'expert, quel est le message que vous pouvez adresser aujourd'hui aux Congolais par rapport à ce schéma qui nous amène vers la paix et vers la paix définitive? Oui, mais il faut qu'ils disent quelques propositions ils font pour régler la crise. Est-ce qu'ils veulent une réponse militaire? Peut-être. Pour certains, c'est la meilleure des solutions à long terme pour dissuader tout le monde. Alors, ils n'ont rien compris. Je m'excuse infiniment, parce que ni la communauté internationale, ni beaucoup de gens à l'interne n'accepteront pas cette solution. Déjà, nous avons autant de millions de déplacés à l'intérieur du pays et autant de millions dans les pays limitrophes. S'il vous plaît, il ne faut pas ajouter des déplacés aux déplacés, avec aussi les conséquences sur le plan humain, en vie humaine, c'est quand même important, et même sur le plan matériel. Non, on ne peut pas. Si il y a une possibilité de chercher une solution pacifique et négociée, ce sera la voie prioritaire, mais non pas accepter la guerre, parce que, comme je l'ai souvent rappelé, la guerre, vous savez comment vous la commencez, vous ne savez pas comment elle se termine. Alors, quel comportement affiché aujourd'hui face à la signature de la déclaration de principe et face à l'accord de Washington signé entre la RDC et le Rwanda, pour nous, Congolais? Mais pour nous, il faut encourager cela. Et nécessairement, il faut que l'accord de paix trouve l'adhésion de toute la population, tout comme la déclaration de principe ici. Comme j'ai dit, ce sont des termes de référence, mais les vraies négociations vont commencer à partir du 8 août. Alors après, on aura d'un côté un accord de paix global sur le plan du conflit que nous avons avec le Rwanda, et en même temps, ça réglera aussi le conflit à l'interne que tout le monde aujourd'hui déplore. Voilà, mesdames et messieurs, donc nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Nous recevions pour vous Léonard Chéo Kitundu, député national, membre de l'Union sacrée de la Nation, vice-président de la Commission des relations extérieures à l'Assemblée nationale, ancien ministre des Affaires étrangères, donc un outillé. Il était dans sa matière, en tout cas avec lui nous avons décrypté la déclaration de principe signée le 19 juillet dernier. Et avec comme fil conducteur, est-ce que c'est la voie vers la paix totale ou c'est de la chimère? En tout cas, vous avez suivi sa réflexion. Il nous demande d'être optimiste par rapport à tous les efforts qui sont fournis pour arriver à pacifier totalement notre pays. Nous avons fini. Merci. Un message, un dernier mot? Bon, tout ce que je souhaite effectivement, c'est que ces négociations se déroulent dans de bonnes conditions. Et qui dit négociation, comme on l'a souvent rappelé,
il faut négocier de bonne foi. C'est-à-dire qu'il il faut honorer sa signature. Une fois qu'on a accepté, qu'on a discuté, qu'on est arrivé à un compromis, ce compromis doit s'imposer. Pacta sunt servanda. Voilà. C'est le principe, c'est la théorie qui doit se matérialiser. Oui. Merci, monsieur le député national, d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve, mesdames et messieurs, dans une semaine avec un autre numéro de mise au point. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.